que vous maîtrisez bien la question du génocide arménien de A à Z, et du génocide des Arméniens, pardon. Et cette critique de la défense que vous avez réalisée, parce que j'ai en filigrane entendu une critique pour les Arméniens ou les défenseurs de la cause arménienne, de ne pas être suffisamment efficaces dans leur défense de la cause arménienne, et également cette critique de ne pas suffisamment faire vivre l'histoire arménienne, de se focaliser que sur les 100 dernières années, sur le génocide, et d'oublier tout le reste du livre. Alors, est-ce qu'on est vraiment si mauvais que ça, ou est-ce qu'il y a des succès qui ont été remportés par les Arméniens ou leurs amis, les défenseurs? Y a-t-il des choses à améliorer? Avons-nous suffisamment fait ce travail pour justement éviter de créer cet oubli concernant le génocide des Arméniens? D'abord, il n'y a pas de volonté de critique, parce que, je vais vous surprendre, je ne critique que les combattants. Donc le temps que je ne saurai pas si vous êtes des combattants, il n'y a pas de raison que je vous critique. Vous imaginez, vous allez dans une cour maternelle et vous dites aux enfants, c'est pas bien ce que vous faites. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Bon. Donc le statut de combattant est très clair. Je pense que si on veut être objectif par rapport à nous-mêmes, c'est pourquoi on commémore le 100e. Le fait qu'on commémore le 100e prouve qu'on n'a pas terminé. Bon. Mais la vraie critique, parce qu'il y en a plein parmi vous, surtout les Français, qui n'ont rien à voir avec les gens qui ont subi un génocide, qui pourraient se dire, mais quand même, ils ont mis 100 ans pour faire ça. Et en réalité, les gens qui travaillent vraiment pour le centenaire, sur les 100 ans qui sont passés, combien on a travaillé? À partir de quel moment? 65. Voilà. Donc la réponse est la suivante. C'est que quelqu'un qui a subi un génocide, il ne rentre pas tout de suite dans une phase de résistance. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à réaliser. Donc on a eu des phases, par exemple, comme l'opération Némésis. C'est simplement pour certifier votre point de vue. Mais il faut bien se rendre compte de la façon ça opère. Les premiers génocidés, ils se sentent coupables d'être vivants. Donc, oui, on entend les oui, là, tu vois, c'est pas des critiques. Donc, ils se sentent coupables d'être... Alors, ça fait qu'ils n'en parlent pas trop, parce qu'ils voudraient, en gros, si on n'en parle pas, c'est presque comme si ça n'existait pas. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce que veut le génocideur. Oui, si les gens qui sont les survivants, imaginez que les survivants, ils arrivent à ne pas en parler du tout. On aurait oublié. Complètement. Donc, en fait, les génocideurs, eh bien, ils auraient réussi, parce qu'on a eu un génocide complètement oublié. On n'en parle plus. Après, on dirait, bon, il s'est passé quelque chose. Par exemple, un grand malheur, c'est tout. En réalité, on a certains individus qui arrivent à faire ce décalage et qui ont réussi à faire les premières structures. Mais les véritables structures dans la cause n'ont démarré qu'après 60. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens sont nés ensuite et ont commencé à se dire qu'est-ce qui s'est passé exactement les années 60, hein, pas 60. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Explique-moi. Et puis, on a d'autres génocides qui ont servi la cause. On a d'autres ressemblances. Et puis, l'un aide l'autre. Mais la véritable position est la suivante. Pour moi, je considère au contraire que les Arméniens sont le fer de lance. Le fer de lance dans le problème de la reconnaissance des génocides. Alors vous allez me dire pourquoi je ne mets pas les Juifs. C'est très simple, parce que les Juifs, en fait, ils ont eu une reconnaissance mondiale, globale. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais rentrés dans la problématique essayer d'avoir un pays de plus pour être reconnu, un autre pays. Comment y accéder? Comment passer? Parce qu'en fait, ce qui manque, donc si ça peut être une critique, mais ce n'est pas une critique directe, c'est qu'on n'a pas l'équivalent du procès de Nuremberg, qui permet de faciliter les choses. Donc en fait, on va au coup par coup. Et dans ce coup par coup, on est obligé d'inventer de la stratégie, comment être sensibilisé, comment voir un vote dans un parlement, passer au Sénat,
peut-être même se planter au Conseil constitutionnel, etc. Dans différents pays. Par quel pays travailler en premier? Eh bien, par exemple, nous, ce qu'on dit dans le cadre de la stratégie, c'est travailler sur les pays qui avaient des archives sur vous. Ça a l'air simple, ça. Pourtant, on ne le faisait pas au début. Au départ, la première action, c'est de dire « ce que je dis, c'est la vérité ». Non, parce que les gens s'en foutent. Par contre, si je prends par exemple maintenant tes feuilles, et je te parle simplement de ce que tu as écrit toi, tu as du mal à ne pas me croire. C'est toi qui l'as écrit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les archives allemandes, on a pris les archives américaines, et en fait on leur montrait. Et les gens ils disaient, mais ça c'est nos ancêtres qui ont écrit ça. C'est pas un Arménien, il n'y avait pas Gnon à la fin. Donc à partir du moment où c'était des gens comme ça, on s'est dit, bon bah ce qu'on reconnaît, on reconnaît ce qu'ont vu les nôtres, qui par intermédiaire nous permettaient d'avoir des résultats. Donc cette vision, finalement, ça revient à dire qu'on ne peut pas être simplement humain, il faut être co-humain. En travaillant avec l'autre, il va nous renvoyer un reflet et on va pouvoir utiliser ses connaissances. Et l'avantage, c'est que si vous regardez les archives des autres, comme les autres voyaient le processus génocidaire, leurs notes d'archives sont des notes de type géopolitique. C'est-à-dire que c'est des notes globales. Déplacement de population, temps. Le village a été éliminé, etc. Donc c'est pas du tout le grand-père, ça ils ne savent pas. Et ça nous a permis en fait d'avoir un processus neutralisant du génocideur, et pas d'être neutre, hein, parce que vous savez, quand on est neutre, on est toujours du côté du bourreau. Non, neutralisant sur sa façon de faire. Et sa façon de faire, c'est de dire, oui mais vos archives à vous, elles sont certainement faussées. Ben, c'est ça, vous prenez des archives étrangères et vous les utilisez. Donc ça n'a pas été utilisé au début. Ça a été utilisé bien à la fin. Et quand vous regardez maintenant les pays, vous allez vous rendre compte que la première reconnaissance, elle vient d'Amérique latine. Ben, Amérique latine, il faut le trouver quand même. Bien, il faut bien vous rendre compte qu'au départ, c'est des contacts. Donc ces contacts, réseaux, pas simplement des associations. On crée énormément d'associations. Les Grecs, les Arméniens sont très associatifs. Et puis, je dis grec comme ça, tu ne prends pas de toute façon personnelle. Bon. Et puis, nous, on adore les présidents. Alors là, les présidents, en fait, moi, je vous signale que vice-président, c'est mieux. Je vous conseille. Pourquoi? Parce que le vice-président, on l'appelle toujours président, mais il n'est jamais responsable de rien. Donc, il ne faut pas être président et trésorier. Voilà. Vous voyez, il y a des vice-présidents dans la salle. Statutairement, en fait, on accuse toujours le président et le trésorier. Vice-président, donc vous avez le confort de l'appellation sans avoir les problèmes de la fonction. Eh bien, on a tendance à faire énormément d'associations. Mais on fait des associations pour faire des associations. Voilà, c'est tout. On fait juste des associations. Maintenant, comme il y a des associations qui travaillent vraiment pour faire quelque chose dans le cadre de ce qu'on entend, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 pelés et un tondu. Et en général, ils s'appellent très peu président et trésorier. Ils s'appellent rien du tout. Et c'est des gens qui sont avocats, juristes, notaires, etc. Enfin, ils font des trucs un peu comme ça. Et d'un seul coup, ils convainquent l'autre que l'association machin a fait quelque chose. Alors maintenant, on est content, l'association machin a fait quelque chose. Mais dans les faits, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ça. Or, on a des historiens. On a des gens qui sont sociologues, on a des politologues, on a des gens qui ont fait des sciences politiques. En fait, ceux-là, on ne les réunit pas. On se dit simplement, ils sont dans l'association. Et si vous voulez, la problématique est la suivante. On ne naît pas arménien. On le devient petit à petit, avec énormément d'efforts. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, c'est pas pareil. Non, c'est pareil pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. En ce moment, il y a beaucoup de naissances de Français. En ce moment. Depuis une semaine. Avant, ils n'auraient pas dit qu'ils étaient Français. On n'a jamais entendu autant l'hymne national que ces jours-ci. Jamais. On n'a jamais vu autant le drapeau. Avant, quand on avait le drapeau, on se disait, oh là là, mais tu sais, tu ne devrais peut-être pas le mettre, on ne sait jamais, voilà. Bon, alors on arrivait au 14 juillet, est-ce que je le mets ou je ne le mets pas? Bon, bah, si tu le mets le 13 ou le 15, c'est tellement... Bon. Alors, la problématique est la suivante. C'est très facile d'être un individu de la société, de l'oubli et de l'indifférence.
c'est très difficile d'être un humain qui appartient à l'humanité. Il y a énormément d'efforts, il faut toujours faire un effort. Pourquoi? Parce qu'il faut aider les gens, il faut aider les innocents. Il faut être juste. Il faut être juste même dans l'injustice. Je vous donne un exemple. Ça s'est passé il y a une semaine. Les nôtres se faisaient tirer dessus, mais ils ne répondaient pas. Parce qu'il y avait des otages entre les deux. Donc les uns tiraient sur nous, et comme il y avait 25 otages intermédiaires, nous on ne ripostait pas. Ça, il faut être costaud, hein. Il faut être costaud pour pas, parce que l'autre continue. Et vous, vous dites non, parce qu'on en a 25 quand même. Et là, les 25, c'est pas 25 nous. C'est 25 innocents qui ne peuvent rien faire. Donc en fait, à moindre erreur, ils partent. Et ça, c'est très difficile, et c'est pour ça que je dis, on le devient, parce que avec la cause du génocide, il y a beaucoup d'Arméniens qui sont devenus Arméniens. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que n'oubliez pas que vous étiez Arméniens avant. Et que c'est parce que vous aviez un niveau qu'on a essayé de vous éliminer. Et ce niveau-là, c'est par exemple les 1600 ans d'écriture. Les lettres de fer, ce n'est pas pour rien, elles n'ont pas été inventées après. On a une histoire. Dans un cadre de génocide, on essaie de détruire l'histoire. On n'essaie pas de détruire des gens qui n'ont pas d'histoire. Donc ce processus-là, ce n'est pas une critique, c'est simplement que c'est difficile à mettre en place. Mais il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas des fils de génocide. On a subi ça à un moment, mais on est des survivants. Et survivants, ça veut dire plus que vivant. Et c'est après. Oui, vous allez acquérir le sur après. Mais ça veut dire que vous étiez vivant avant. Et c'est très difficile de renaître de ses cendres en tant que peuple, hein, quand on a été à ce point génocidé. Mais ce qui est très important, et là c'est quand même un pied de nez aux génocideurs, c'est que s'il y a une vraie critique à faire, c'est qu'ils ne savent pas bien faire leur boulot. Parce qu'on est encore là. Donc, ils sont mauvais même pour ça. Oui, c'est nul quand même d'être mauvais génocideur. Pas foutu d'éliminer tout le monde. Vous avez dit qu'ils devaient laisser les portes ouvertes. Voilà. Mais le problème, c'est de ne pas les fermer, nous. Alors, quand vous avez cette problématique, il faut bien réaliser que si vous avez une énorme puissance qui essaie de vous éliminer, alors vous étiez juste ça, et que vous êtes encore là, qui c'est le plus bête des deux? Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a fait les jeux pan-arméniens, hein, pour démontrer aux autres, tous les 4 ans, qu'on est là. On est là. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, la différence pour moi au niveau du génocide, c'est que si on est vivant après le génocide, juste d'exister est un acte de résistance. Mais c'est un acte de résistance passif. Et le problème, c'est d'être actif. Actif, c'est de faire comme vous avez fait avec le centre, de créer de l'histoire, et en fait d'avoir une histoire de futur. Et pas simplement des souvenirs. Parce que c'est ça. Faites attention à cette petite nuance. Les souvenirs, c'est le début de l'oubli. Ce qui est important, c'est la mémoire. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi, je fais ce que tu veux. Alors, il y a un micro qui est là, qui peut passer. Si vous avez d'autres questions, voilà, on va commencer par Nazoudine Bachian, le président de la MCA. Donc vous avez défini un petit peu les génocides des Arméniens. Donc d'après les génocides de façon globale. Oui, on a simplement. Oui. De façon globale. Donc est-ce que le génocide des Arméniens est un génocide, puisque vous-même vous avez dit que le génocide comportait plusieurs phases, de 1 à 8. Donc ça veut dire que pour l'instant le génocide des Arméniens, le génocide des Arméniens n'est pas réussi. Donc est-ce qu'on peut l'appeler génocide? Oui. Alors je vois que vous êtes assez... J'ai d'autres questions. Oui, d'accord, mais je vais répondre au fur et à mesure, parce que comme vous êtes président, il faut que je vous donne du respect. Donc, les phases de Stanton,
l'établissement de ces phases ne disent pas qu'elles sont une réussite. Elles disent simplement que c'est ce qui permet de caractériser un génocide. Donc cette phase, ces 8 phases, on est passé par ces phases-là dans le cadre du génocide des Arméniens. Donc c'est bien un génocide attesté, mais c'est encore pire, parce qu'en fait il servait d'exemple générique pour les génocides, ce qui fait qu'il est dans le noyau même de la définition. En réalité, chaque fois que vous dites le mot génocide, vous parlez déjà des Arméniens. Simplement, vous ne le saviez pas, c'est tout. Donc maintenant, vous savez, donc vous le direz de façon plus facile. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de problème de statut. Le statut est très clair. Le problème, c'est est-ce que c'est un statut local? Est-ce que c'est un but ultime? Est-ce que c'est la première étape d'une étape de reconstruction? Ou est-ce que simplement, on l'a fait parce qu'on nous a dit de le faire? Bien, moi, je dis simplement que c'est une étape dans une reconstruction, et que cette reconstruction passe par la reconnaissance, la pénalisation, la problématique de l'écriture des livres de l'histoire, la restitution, les assurances, etc. Donc vous voyez, tout ce cheminement est absolument fondamental, et il donne un exemple, parce que les Arméniens constituent dans le domaine du génocide un exemple à suivre pour les peuples qui en ont subi. Et les autres phases, les premières phases qui aboutissent au génocide, donc par exemple, comme la polarisation, oui. Voilà, donc quelles sont les premières phases alors de 1 à 7, puisque vous avez dit que c'était le septième niveau qu'on arrivait au génocide? Oui, en fait, je fais exprès, et je ne vais pas vous répondre, parce que je vous ai dit que c'était... je veux que vous les cherchiez. Donc je vous donne en fait les phases, ça s'appelle les 8 phases de Stanton. Donc c'est un spécialiste de génocide, et il a établi ces 8 phases pour que les gens comprennent que ça n'apparaît pas comme ça un génocide. Il y a une préparation. Quand vous allez les rechercher sur Internet, vous allez vous rendre compte, et ça c'est important, c'est pour ça que c'est un travail que vous devez faire vous-même, quelles sont les phases. Et vous allez vous rendre compte qu'avec votre histoire, vous allez dire, ah, ça donc ça appartient à cette phase. Normalement, si vous êtes assez bon dans le cadre du génocide, quel que soit le génocide qui vous intéresse, vous allez retrouver les années en fonction des phases. Et là, vous pourriez vous poser la question suivante maintenant. C'est ce que je conseillais. J'ai donné un cours à un master de spécialistes de génocide à Sydney, en Australie, et je leur disais la chose suivante en démarrage de conférence, vous imaginez. Je leur ai dit, si votre but est simplement d'avoir votre master en génocide, vous ne m'intéressez pas. Vous imaginez que c'était que les étudiants. Donc ils se disaient, qu'est-ce qu'il fait un faire dessus? J'ai dit, moi, mon but, c'est une fois qu'on aura fait l'analyse, c'est que vous soyez capable de reconnaître un génocide avant qu'il ait lieu. Comme ça, vous pourrez écrire et dire, attention, j'ai l'impression qu'il y a déjà 5 phases qui sont arrivées. Et donc ça, c'est le travail préparatoire de la stratégie de prévention. Parce qu'ils vont mieux prévenir et dire, ça démarre comme un génocide, et ce qui se passe en Orient, à l'heure actuelle, c'est un démarrage très clair de génocide. Mais vous remarquez que très peu de gens l'appellent directement, dès à présent, génocide. Quand vous allez regarder les 8 phases de Stanton, vous allez vous rendre compte qu'on a déjà démarré. Or, on ne fait rien. Donc, il faut faire. Parce que la problématique qu'on doit avoir, c'est il aurait fallu faire quelque chose quand? En 1915, en 1912, en 1918, en 1894, ou peut-être en 1878, au Congrès de Berlin, quand on a eu les premières revendications, mais qui ne sont pas passées. Parce qu'il y avait, c'est pour toi, il y avait des gens comme toi, en 1878, qui sont allés voir les gens à Berlin pour dire on a déjà des problèmes des droits de l'homme. C'est absolument incroyable. C'est incroyable si vous y réfléchissez. On est 20 ans avant. On est 20 ans avant les massacres hamidiens. Hein. On n'est pas donc à l'époque où on se dit 1915, ça sera encore pire. Il faudra encore attendre 20 ans. Or, il y avait des gens qui commençaient à se dire il y a un problème. Si à l'époque, on a eu des gens comme Lemkin, comme Stanton, ils auraient prévenu. Ils auraient dit ça tourne mal. Ils sont en train de se préparer. C'est ça qui est important, même dans les associations, puis comme vous êtes président, c'est ça qu'il faut retransmettre aux jeunes, aux plus vieux, qui se rendent compte que c'est ça qui est important. C'est des mémoires
du génocidé qui est capable d'être survivant, parce que finalement, le plus beau dans cette histoire, c'est de survivre à un génocide. D'autres questions? Juste une dernière. Donc, dans la 8e phase, vous avez dit, c'est en fait l'effacement. Oui. L'effacement. Est-ce que dans l'effacement, il y a aussi effacement de toute civilisation arménienne sur cette terre? Puisque récemment, il y a eu une exposition au musée de Londres, je crois, où donc la Turquie présentait une exposition et présentait des objets, et à aucun moment on ne parlait des Arméniens. Voilà, donc en fait, c'est effectivement un processus d'effacement, mais d'effacement du génocide, de l'acte génocidaire, c'est ça qui est prévu par la 8e phase, mais ensuite on peut passer à ce qu'on appelle un génocide de l'oubli. Savoir que c'est qu'on efface absolument tout, et un très bel exemple, entre guillemets, le beau étant entre guillemets, c'est justement la destruction du cimetière. Parce que là, vous avez des gens qui sont clairement morts, et on se rend compte qu'ils ne vont pas tuer quelqu'un. Donc là, de façon très claire, on voit bien ce que c'est un acte génocidaire, c'est que là, en fait, on veut détruire même l'existence de mort. Donc en fait, on peut faire pire, ce que je vous disais au début, on peut faire pire qu'un génocide contre des vivants, c'est éliminer même les morts. Parce qu'envoyer l'armée pour détruire les Kishka, ce n'est pas un détail. Ça a été fait, ça a été filmé, on le sait. Donc ça, c'est encore plus loin. Donc là, ça dépend de nous, à quel point on résiste, et à quel point on intervient, et à quel point on se défend. Merci. Une seule question. Donc le terme génocide inventé sur le génocide arménien, donc par des Arméniens par Lemkin, l'ONU n'a toujours pas reconnu, non plus les États-Unis bien sûr, mais c'est peut-être d'ordre politique, mais l'ONU qui n'a toujours pas reconnu, bien sûr il y a eu des sous-commissions, le rapport Whitaker et compagnie, mais l'ONU n'a pas reconnu à ce jour, fait pas partie des 24 pays ou États qui ont reconnu le génocide. Donc vous l'expliquez comment? C'est très simple, c'est parce que justement ce n'est pas un État. Dans l'ONU, vous avez 200 États. Donc à partir du moment où il n'y a pas un consensus qui a été fait, comme le consensus a été fait avec la Charte des Nations Unies, c'est très bien, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des États qui vont faire du lobbying pour dire que ce que dit l'autre État, c'est faux. Parce qu'on a un autre problème très grave dans le domaine du droit international, c'est qu'il faut que l'État accepte d'être le commanditaire, d'être le génocideur. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ce que je peux vous dire, c'est que si votre objectif, c'est que ça soit l'ONU, il faut le mettre à l'écart, cet objectif. Il faut avoir le maximum d'États, avoir une majorité, et passer une loi, passer une motion, la faire voter par la majorité. Mais sinon, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que vous avez cette énorme différence. Mais c'est assis justement sur la charte. Une autre question? Là, oui, pour Rafis. Et après, on pose ici et là. Je vous ai bien entendu que nous avons manqué de rigueur en matière juridique. Je veux bien l'entendre. Non, je n'ai pas dit ça. Grosso modo, Pas du tout, pas du tout. Mais ça fait rien. Non, je vais quand même vous poser une question. Vous pouvez quand même vous poser la question, mais je vais vous dire simplement. Je pense qu'aujourd'hui. D'abord, je suis stratégiste, je ne suis pas dans le domaine du juridique, donc je n'ai fait aucune critique sur le plan juridique, et au contraire, je vous ai dit. Sur la précision des mots. Ah non, ça, la précision des mots, c'est pour le langage à tout le monde, d'accord. La précision des mots. D'accord. Je voulais vous demander si aujourd'hui le génocidaire ne reconnaît pas le génocide, c'est simplement parce que vous n'avez pas parlé ce soir de réparation territoriale, de réparation financière. Tant que ce problème ne sera pas résolu par la Turquie, je crois que ça ne sera pas possible que le génocide soit reconnu. Parce que reconnaître le génocide pour le génocide par la Turquie, demain matin ils peuvent le faire. Mais quand on reconnaît un génocide, il y a les réparations. Ce problème va falloir être réglé aussi. Non, alors d'abord, pour remettre les choses en place, j'ai parlé de la réparation, ça s'appelle même le processus de réparation. Deuxièmement, j'ai même parlé du retour, qui est bien pire que ce que vous pouvez penser. C'est bien au-delà. C'est bien au-delà de ce qui est prévu. En fait, la Turquie n'a pas de problème pour le problème de réparation, parce qu'elle est très au courant
qu'il y a énormément de personnes qui ne retourneraient pas, qui revendiqueraient même pas. Moi, je vois même pour le problème des assurances, il a fallu quasiment forcer les gens pour qu'ils donnent leur nom sur la liste pour être remboursés. En France, on a fait ces listes alors que tout le travail était fait aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les gens considèrent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas encore assez travaillé sur le plan du peuple, que c'est passé quand même. Donc si, c'est ça qui est très dangereux. Si ça, par exemple, la Turquie disait, voilà, moi je reconnais le génocide, vous savez combien d'Arméniens, le lendemain, ne feraient plus rien qui concerne ce problème, simplement parce qu'ils auront entendu ça? Alors qu'en fait, ceux qui travaillent vraiment sur ça sont dans le cadre du processus de réparation. Mais moi, ce que je peux vous dire, les travaux qui sont faits par l'Arménie occidentale, il y a un énorme travail qui est fait à l'heure actuelle. Il y a des cartes d'identité d'Arménie occidentale, il y a un parlement d'Arménie occidentale, et on parle de territoire occupé. Donc ça, c'est bien en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que ça appartient aux droits des peuples autochtones. Donc la meilleure façon de faire, c'est de jouer, comme disait monsieur pour les Nations Unies, c'est de jouer sur le droit des peuples autochtones. À partir de 2007, on a le droit de gérer de façon autochtone des problématiques qui sont d'ordre politique, de partis politiques, de gestion, de constitution. On peut le faire. Donc ça, c'est déjà en train d'être mis en place, et c'est pour ça que vous avez un énorme travail qui est fait à ce niveau-là. Mais, vous avez raison, le processus de réparation, pour moi, c'est ça tout l'ensemble, le but de la conférence en tout cas. Et désolé si je n'ai pas été assez clair, c'est que pour moi, ce que j'ai dit tout au début, c'est que le génocide, c'est simplement le début, et pas l'ultime fin. Donc pour moi, le génocide, c'est reconnaissance, tout de suite après, pénalisation. Et ensuite, on continue avec le processus de réparation qui constitue le problème de l'écriture des livres, des restitutions, les tableaux, etc. Tout ça. Ça appartient. C'est ça le véritable travail qui doit être fait. L'autre, c'est simplement un point initial grâce à Lemkin. Parce qu'avant, on ne savait pas comment démarrer. On disait simplement, c'est injuste ce qui nous arrive. Mais c'est injuste, on ne savait pas bien pourquoi. Merci pour nous avoir permis de nous poser certaines questions. La mienne sera la suivante. Quels sont les arguments que vous apporteriez à un historien? Il y en a un certain nombre en France, mais celui-là, c'est Marc Ferraud, qui vendredi matin à l'émission d'Emmanuel Laurentin sur France Culture, à propos de son livre sur le ressentiment, parlait des Arméniens, et notamment sur le fait que les Arméniens s'embourbaient depuis des années dans un ressentiment très fort. Je ne vais pas pouvoir reprendre exactement ses propos, mais en apportant une preuve, comme quoi, alors il ne parle que de massacre et non pas de génocide, ce qui est quand même significatif, Oui, je crois. et il parle du décret qu'il aurait trouvé et que les Arméniens refusent d'admettre, à savoir que dès l'instant où un Arménien se convertissait, il n'était pas tué, donc il n'y avait pas génocide. Mais là, il a dit le mot génocide. Non, il n'a pas utilisé. Voilà. Bon. Donc c'était aussi sous-entendu en comparaison à d'autres génocides, faire la différence. Il n'est pas le seul, je sais, je pourrais citer bien sûr d'autres historiens. D'accord. Un conseil d'amis. Ne gaspillez pas votre temps à trouver des arguments pour les négationnistes, mais consacrez tout votre temps à prendre des initiatives pour que eux soient obligés de trouver des arguments. Si moi je m'amusais à répondre à tous les négationnistes pour tous les génocides sur lesquels je travaille, je ne ferais que ça. Donc, c'est toujours pareil. Vous voulez aider des gens. On vous donne, un mendiant par exemple, vous demande de l'argent, d'accord? Bon, il y a une façon de faire, c'est vous lui donnez de l'argent. Puis le lendemain, il vous redemande. Vous redonnez de l'argent. Après, il amène son pote. Vous redonnez de l'argent. Très bien. En fait, ça ne sert à rien de faire ça parce que vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus des mendiants, ça sera des informés par les mendiants. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire comme analogie? Bon. Ça se multiplie. Ce qui est intéressant, c'est de prendre l'autre approche, de faire en fait
notre propre travail d'initiative, et pas de réponse négationniste, à savoir, c'est je construis des arguments, peu à peu, et j'essaie de voir comment ces arguments me permettent d'avoir une suite. Parce que pour moi, la chose la plus importante quand on travaille sur les génocides, c'est qu'on est tout petit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego, ça écrase. Bon. On est tout petit, pourquoi? Parce qu'on se dit, bah voilà, je vais m'intéresser à ça, allez, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça n'aura pas terminé. Donc le problème, c'est qu'est-ce que je donne au suivant? Quel est le matériel que je lui donne pour que ça soit plus facile pour lui? Vous voyez? La problématique, par exemple, de Lemkin, c'est pour ça qu'on lui rend hommage avec cette conférence, c'est de se dire, moi, à l'époque, en tant que Lemkin, je peux faire que ça. Mais je veux au moins vous préparer un mot, un cadre, et grâce à ça, vous pouvez dire ça. C'est la problématique des catastrophes naturelles. Quand vous avez une catastrophe naturelle, il y a des gens qui vous disent que ce n'est pas vraiment une catastrophe naturelle. À partir du moment où l'État dit régime de catastrophe naturelle, toutes les assurances se mettent en place. Par contre, vous pourriez avoir la position, je vais essayer de convaincre toutes les assurances. Non, ça ne sert à rien. Tant que ça n'a pas été émis par une loi globale, elles ne feront rien, elles vous diront, ce n'est pas vraiment ce qui était prévu dans le contrat. Donc là, c'est pareil. La charte des Nations Unies, oui. Les droits des peuples autochtones, oui. Les reconnaissances d'un État avec un autre, les archives, oui. Et tout ça, vous le construisez. Maintenant, plus personne ose dire que c'est une fumisterie, le génocide des Arméniens, parce qu'il y a énormément de reconnaissance par des gens qui ne sont même pas arméniens. Bon, à partir du moment où on arrive à construire ça, on arrive à faire des alliances. C'est-à-dire on arrive à voir d'autres peuples qui ont subi les mêmes problèmes et qui se mettent ensemble. Par exemple, même pour un monument, on arrive à avoir un monument pour les génocides et on le construit tous ensemble. C'est très difficile pour le génocideur et même le négationniste de dire qu'il n'existe pas. Donc la problématique est la suivante. Qu'est-ce que je peux permettre à l'autre, et pas seulement à moi, de faire pour qu'on continue? Donc ce qui est le plus important, c'est surtout ne pas gaspiller son temps, parce que de toute façon, il y en aura tout le temps. Et vous savez, il y a même des gens qui pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Bon, si maintenant le programme de la NASA, c'était de démontrer qu'ils y sont allés, ça serait encore plus facile d'y retourner. Donc pendant ce temps, au lieu de dire, de prouver à tout le monde qu'ils y sont allés, ben, ils se préparent pour aller sur Mars. On aura d'autres personnes qui diront qu'ils ne sont jamais allés sur Mars. Mais ces personnes-là n'ont jamais écrit l'histoire de l'humanité. C'est simplement des phénomènes de société. C'est pas grave, ça passera, c'est comme les modes. Une autre question juste derrière, en haut. Ça va être les deux, trois dernières questions, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. J'ai appris beaucoup de choses. Je m'appelle Hakim, je suis français d'origine algérienne. Et ma question, c'est concernant mon pays d'origine, oui. Mes parents. Et en fait, le 21 avril 2015, M. François Hollande était invité dans une émission qui s'appelle Le Supplément, je crois. Et une lycéenne l'a interpellé sur l'éventuel génocide des Algériens par la France. Donc il a dit non, nous n'avons pas fait de génocide, puisque sinon nous aurions voulu tuer tous les Algériens. Et c'est là qu'il y a eu un autre échange, puis une autre personne qui est intervenue, etc. Oui. Et donc, la France est restée 132 ans en Algérie, et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est terminé par la guerre d'Algérie qui a été justement reconnue par la France. Et je voulais savoir, donc, concernant le terme génocide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'Algérie? Merci. Voilà. Donc, 113 ans 132. 113. 1830 à 1962. On en reparlera, mais vous verrez. Donc 113. Mais on est d'accord. Vous dites 113, on en parlera. Vous verrez. Donc le processus est relativement simple. En fait, vous avez un processus de guerre à partir de 1954 jusqu'à 1962, les accords d'Évian. En fait, dans ce cadre-là, il n'y a aucune revendication, quoi que ce soit, qui ait été de n'importe quelle manière qui comporte le mot génocide. Bon. Donc le mot génocide existait. Ce qui veut dire en fait que
que vous preniez le FLN, etc., tout l'ensemble des politiques qui étaient en place, hein, on peut même remonter à Messali. Personne ne parle de génocide. Donc cette problématique, c'est vraiment une problématique a posteriori. Donc ça n'a rien à voir avec cette réalité. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le cheminement qu'il n'y a pas de processus. C'est-à-dire que si vous reprenez les 8 phases de Stanton, on n'a absolument pas du tout l'application de ces 8 phases. On a au contraire en fait des gens qui vont vivre ensemble. Alors vous allez me dire, oui mais ils ont peut-être pas, ça n'a pas été toujours bien. On est d'accord, c'est un processus colonial, hein, donc je ne dis pas que... Mais donc, on n'a pas du tout le cadre colonial, ne veut pas dire génocidaire. Donc il n'y a pas de transposition directe. Vous avez parlé le problème de l'Algérie parce que ça vous concerne. On pourrait dire par exemple pour l'Inde, c'est pareil pour l'Angleterre. Donc ce processus-là ne vise pas à ça parce qu'en réalité, on le voit dans les infrastructures. Par exemple, quand vous voulez éliminer une population, vous ne vous amusez pas à construire des bâtiments. Vous voyez? Donc, la construction d'une stabilisation ne se fait pas dans un cadre de processus génocidaire. Soit on va utiliser des bâtiments qui existent. Je prends par exemple le génocide des Juifs. Comme les Juifs sont distribués, on ne va pas détruire tous les bâtiments pour voir parce qu'il y a des Juifs. Non, on va essayer de les enlever, donc on les extirpe, on les élimine ailleurs, on laisse les choses en place. S'il n'y a pas ça et qu'on en construit, en réalité, on est dans un processus de colonisation. Donc ça, c'est pareil. Mais par contre, peut-être pour vous aider, pour pas que vous pensiez que c'est négatif, on a quand même des recours, par exemple, pour les aborigènes en Australie. D'accord ? Donc, on n'a pas de processus de génocide, mais on a un processus de reconnaissance de crimes. C'est pareil pour les Maoris en Nouvelle-Zélande. Et maintenant, l'Australie a 2 drapeaux. D'accord ? Elle a le drapeau australien que vous connaissez sans doute, et elle a aussi le drapeau des aborigènes. Et chaque fois qu'on a une conférence, imaginée, officielle, c'est toujours mentionné comme quoi on parle au nom aussi du peuple autochtone. Donc si vous